C'est fini par là-bas. Est-ce que le ministère public a quelque chose à dire? Oui, Monsieur le Président. Après le ministère public. Ou bien vous avez quelque chose de particulier à dire? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Bon, avant que vous ne commenciez, là, on n'est pas à la phase des plaidoiries et des réquisitions, parce que on a dû comprendre ça à certains moments. Donc, il faut que tout le monde comprenne que si on se met à répéter les mêmes choses, le tribunal peut arrêter n'importe qui et à n'importe quel moment. Là, c'est pour toutes les parties, parce qu'on ne va pas se mettre à répéter les mêmes choses. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous prenons la parole parce que plusieurs choses vous ont été dites depuis hier. Des intentions ont été prêtées au parquet. On nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit. On nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit. Je voudrais ici, Monsieur le Président, revenir sur un certain nombre d'éléments et pour la gouverne du tribunal. Mais avant, grande a été ma surprise hier d'apprendre de certains conseils des accusés, ou plutôt d'entendre certains conseils des accusés prêter à votre tribunal des intentions qui sont loin de vous. Et d'aucuns sont allés jusqu'à menacer de boycotter les audiences au cas où votre tribunal accéderait à la demande de requalification sollicitée par le parquet. Plus loin, certains se sont livrés à un exercice de chantage. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, toutes les parties à cette audience sont demanderesses de justice. Et il y a une disposition phare qui vous est essentiellement propre. Côté ministère public, nous la respectons rigoureusement. Ce sont vos prérogatives contenues dans l'article 400 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, au début de ce procès, j'avais pris la parole pour vous dire que on peut dire c'est le droit, tout ce qu'on veut, sans vexer, sans offenser. Hier, on est allé jusqu'à remettre en cause nos différentes formations, dire que nous ne faisons pas de poids. Merci à ces orfèvres du droit, merci à ces techniciens. Nous répondrons nullement à ces provocations. Nous avons suivi des procès où, dans une entente parfaite, on s'accorde à s'attaquer de manière outrancière au procureur de la République, aux représentants du ministère public de manière générale. Nous en sommes préparés. Rien, je dis bien rien, ne nous déroutera de notre trajectoire. Monsieur le Président, distingués assesseurs, dénier au ministère public qu'il peut poursuivre à charge et à décharge ne peut émaner
que de la volonté de médisance. Sinon, c'est connu que tout parquet poursuit à charge et à décharge. Au nom de quoi peut-on penser que le nôtre ne pourrait poursuivre qu'à charge? On craint quoi? Qu'est-ce qu'on veut cacher? J'ai entendu, Monsieur le Président, dire qu'au cas où la demande de requalification serait acceptée par votre juridiction, que les débats seraient repris à zéro. Bon Dieu. Bon Dieu. Les différentes phases du procès pénal sont connues par tous les professionnels. Je ne m'attarderai pas dessus pour schématiser ce qui vous a été dit. Depuis hier jusqu'à cet après-midi, tous les intervenants s'accordent à dire, pour vous demander in fine de rejeter purement et simplement la demande du parquet, ils s'accordent à dire qu'il y a autorité de choses jugées par rapport à l'arrêt de la Cour, de la Chambre pénale de la Cour suprême, l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019, qui, selon eux, est irrévocable. Donc, la question de requalification ne peut plus être discutée devant vous. Ensuite, Monsieur le Président, ils ont parlé de l'inapplicabilité du traité de Rome en droit interne. Nous en parlerons en mettant un focus sur l'article 703 du Code de procédure pénale. Au point 3, ils ont évoqué l'incompétence de votre juridiction au profit de la Cour pénale internationale en cas de requalification. Pour vous donner la position contraire, nous ferons usage des dispositions des articles 724-725 qui renvoient aux dispositions de l'article 54 du Code de procédure pénale qui traite de la compétence des parquets. Aussi, ils vous ont entretenu par rapport à la non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Ils estiment que la loi de 2016 n'est pas applicable en l'espèce parce qu'au moment des faits, ce n'était pas ce texte législatif qui était en vigueur. Monsieur le Président, nous vous entretiendrons, suivant un argument légal, l'article 6 du Code de procédure pénale, du Code pénal, j'allais dire, pour vous démontrer tout le contraire. Un des intervenants côté défense, Monsieur le Président, vous a dit que la détention de l'accusé, Monsieur Marcel Guilavogui, serait arbitraire. Monsieur le Président, à notre avis, ministère public, l'article 288 du Code de procédure pénale règle définitivement cette question de détention. On l'avait dit ici il y a un peu longtemps, mais je pense que les gens ont dû oublier. C'est pour ça que la question a été remise en débat ici. Monsieur le Président, on finira par les infractions de crimes contre l'humanité et de responsabilité de commandement pour réitérer nos réquisitions
contenues dans l'écrit qui vous a été déposé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués assesseurs, tout le développement hier matin a porté sur la question d'autorité de la chose jugée. Tous les conseils se sont accordés à dire que le parquet n'était pas fondé à solliciter la requalification des faits en crime contre l'humanité et responsabilité des supérieurs hiérarchiques, motif pris de ce que l'ordonnance de non-lieu partiel ou de renvoi devant le tribunal criminel de Dixine, qui avait été entreprise par le pool des juges d'instruction, avait fait l'objet d'appel. La Chambre de contrôle de l'instruction avait confirmé effectivement la dite ordonnance. Contre ce taré, il y a eu pourvoi et la Chambre pénale de la Cour suprême a rendu le 25 juin 2019 un arrêt, c'est l'arrêt numéro 6, qui de facto a confirmé l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction. Monsieur le Président, je voudrais en ce moment faire une distinction ou rappeler les différentes phases du procès pénal. Il y a bien entendu la phase de l'instruction préparatoire et la phase de l'instruction définitive. L'arrêt dont on parle s'était prononcé en phase d'instruction préparatoire. J'insiste, en phase d'instruction préparatoire. La question qu'il faille se poser, est-ce que cet arrêt peut vous empêcher, vous, juge du fond, vous qui examinez le dossier en phase d'instruction définitive, est-ce que cet arrêt peut vous empêcher de requalifier au cas où cette question serait posée? Monsieur le Président, la réponse est non. Votre tribunal est saisi de faits et de personnes. Elle n'est pas saisie de qualification. Votre juridiction n'est pas saisie de qualification. Rien sur le plan légal ne vous empêche de restituer aux faits leur véritable qualification. Vous le faites à longueur de journée, Monsieur le Président, les juridictions l'en font à longueur de journée. À quel moment peut intervenir cette requalification-là? Elle se fait à deux niveaux. Au cours des débats, possibilité est offerte pour les parties que nous sommes, comme nous l'avons fait maintenant, à solliciter de votre tribunal la requalification des faits, ou bien lors d'une réquisition définitive. C'est un choix qui nous est donné. C'est une latitude que nous avons de le faire soit pendant les débats ou bien nous attendons complètement lors d'une réquisition définitive. Et le choix, nous l'avons opéré, nous l'avons fait parce que pour nous, votre juridiction a interrogé les accusés par rapport à ces faits-là. Ensuite, on a procédé à l'audition des différentes parties civiles. Également, votre tribunal a procédé à la déposition des témoins. Juste après la déposition des témoins, on a projeté
les éléments audio et vidéo qui se trouvaient dans le dossier. Les différentes déclarations ou les différentes réponses que les accusés ont données sont consignées dans le primitif. Et nous en avons pris note. Ce sont ces différentes réponses que nous avons agencées et les différentes déclarations des parties civiles également, les différentes dépositions des témoins, en sus de ce que nous avons écouté et vu ensemble ici. Voici ce qui a fondé, Monsieur le Président, notre démarche. Je rappelle encore que le juge du fond, c'est vous. Votre tribunal, encore une fois, n'est pas saisi de qualification, il est saisi de faits et de personnes. Donc, Monsieur le Président, l'arrêt dont on parle, je reviens encore une fois pour vous dire qu'il ne tranche pas définitivement cette question de qualification devant vous. C'était une autre phase, c'était à la phase de l'instruction préparatoire que cet arrêt est intervenu et non à la phase de l'instruction définitive. La phase de l'instruction définitive a commencé devant vous ici. C'est vous qui avez identifié les accusés, c'est vous qui avez notifié les charges et ainsi de suite, Monsieur le Président. Donc, nous estimons que nous sommes bien fondés à vous demander la requalification. Ensuite, le développement que mes collègues vont faire vous indiqueront davantage le bien fondé de la démarche entreprise par le parquet. Pour le moment, je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. La défense puisse faire ou puisse apporter des répliques aux réquisitions du ministère public. Je peux avoir un bic avec les gens. Un bic. Mon bic est tombé, quoi. Ils ont beaucoup de bic là-bas. Merci. C'est bon? Oui. Oui, allez-y. Oui, Monsieur le Président, vous venez de recevoir les écritures des différents conseils des accusés ici présents, qui ce sont des écritures en réplique aux réquisitions aux fins de réqualification des faits présentés à la dernière audience par le ministère public. Et ces conclusions écrites, nous souhaitons accompagner ou appuyer ces conclusions écrites par des développements oraux avec la permission du tribunal. Monsieur le Président. Il n'y a pas de problème. OK. Monsieur le Président, moi j'en ai. Monsieur le Président, l'audience dernière, le parquet
près de ce tribunal, a présenté des réquisitions écrites allant dans le sens d'une requalification des faits pour lesquels nos clients ici présents comparaissent devant ce tribunal. Il faut rappeler que c'est suivant le réquisitoire introductif du 8 février 2010 du procureur général près de la Cour d'appel de Conakry qu'un pôle de juges d'instruction a été institué et effectivement sur les événements malheureux du 28 septembre. À la suite, Monsieur le Président, de la constitution de ce pôle de juges d'instruction, l'instruction a donc été ouverte et par réquisitoire supplétif en date du 25 juin 2015, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de Dixine, a sollicité qu'il soit informé des chefs de responsabilité de commandement, des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires, conformément à l'article 28 du statut de Rome. Monsieur le Président, puisque moi qui prends la parole maintenant là, je le fais au nom du président Moussa Dadis Camara, je rappelle qu'en date du 8 juillet 2015, le président Dadis a été inculpé à Ouagadougou des chefs de plusieurs infractions, dont entre autres complicité de meurtre, complicité d'assassinat, complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture, complicité de coups et de blessures volontaires, complicité de pillage de marchandises, de biens immobiliers, d'incendies volontaires et magasins, ainsi de suite. Et, Monsieur le Président, enfin, complicité de détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires. Monsieur le Président, au cours de l'instruction et au terme, bien entendu, en prélude de la clôture de l'instruction, le parquet, dans ses réquisitions définitives en date du 11 décembre 2017, a sollicité la requalification des faits de responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires en complicité de droit commun des crimes reprochés au président Moussa Dadis Camara. Ce que je rappelle ici est important. Ce que signifie déjà, Monsieur le Président, honorable assesseur, que dans ces réquisitions définitives, c'est le parquet lui-même qui a sollicité la requalification des faits de responsabilité de commandement et de chef militaire en crime de droit commun. Autrement dit, le parquet a estimé que le président Moussa Dadis devait être poursuivi sur la base du code pénal guinéen, en application bien sûr de l'article 19 de ce code pénal relativement à la complicité des crimes pour lesquels d'autres accusés qui comparaissent devant ce tribunal sont poursuivis. Et nous ne sommes pas devant un autre parquet, nous sommes devant le même parquet en vertu du principe de l'indivisibilité du parquet. Monsieur le Président, honorable assesseur, le juge d'instruction a suivi le parquet dans ses réquisitions définitives en rendant, Monsieur le Président, une ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel à travers l'ordonnance numéro 07 du 29 décembre 2017. En retenant donc à l'encontre du président Dadis le chef de complicité au lieu des faits, Monsieur le Président, honorable assesseur, de responsabilité de commandement en complicité des crimes poursuivis devant votre tribunal. Monsieur le Président, contre cette ordonnance, un recours a été exercé, non seulement par les parties civiles, mais par également un des accusés,
En appel, Monsieur le Président, la Chambre de contrôle de l'instruction, la deuxième chambre, a rendu un arrêt en date du 18 mai 2018 qui confirme l'ordonnance qui a été rendue par le juge d'instruction. Ce qui signifie que l'arrêt a maintenu la question a maintenu la qualification de complicité à l'égard du président Dadis. Je rappelle, Monsieur le Président, que contre cet arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction, le parquet n'a pas formé de pourvoi. Ce qui signifie que le parquet a accepté le principe que nos clients soient jugés sur la base des règles du droit commun. Monsieur le Président, contre cette décision, pas le parquet, mais la partie civile, qui était quand même animée de cette intention de vouloir à ce que nos clients puissent être jugés suivant le statut de Rome, a essayé de former pourvoi, au même titre qu'un des accusés, Monsieur le Président. Et l'arrêt de la Cour suprême a été sans appel. Cette juridiction suprême, Monsieur le Président, qui fonde l'unité de jurisprudence dans notre législation, parce qu'ici et maintenant, et dans toutes les procédures, Monsieur le Président, honorable assesseur, et j'en reviendrai tout à l'heure là-dessus, lorsque la Cour suprême rend une décision de justice, son interprétation de la loi, l'application que cette juridiction suprême fait de la loi s'impose en termes d'autorité aux juridictions de fond et aux juridictions de degré inférieur. Je reviens tout à l'heure sur les conséquences d'une telle décision et ce que doit faire un juge de fond qui est saisi d'un contentieux définitivement réglé par un juge suprême qui est juge de droit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, la Cour suprême a rendu donc un arrêt qui rejette les pourvois. Et l'on sait, pour tout juriste, Monsieur le Président, que la conséquence d'un arrêt de rejet est la validation de l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Notamment, bien entendu, il s'agit de cet arrêt de la deuxième chambre de contrôle de la Cour d'appel de Conakry qui confirme l'ordonnance non seulement de requalification des faits, Monsieur le Président, de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel qui est votre juridiction. Monsieur le Président, ici, nous avons tenu des débats pendant plus d'une année. Cette question avait émergé à un moment donné de la procédure et bien sûr, nous avons soupçonné le ministère public ainsi que certaines parties civiles dans les questions qu'ils posaient à nos clients. Et il avait été relevé à ce stade de la procédure, Monsieur le Président, que l'on devait rester dans le cadre de l'ordonnance de renvoi et que l'on devait se circonscrire les débats autour des infractions pour lesquelles nos clients ont été renvoyés. Ce qui était, en ce moment-là, de droit. Monsieur le Président, puisque après tous ces débats, après la projection de ces vidéos ici et l'audio que nous avions entendu, le ministère public, dans ses observations, a estimé qu'il existait des éléments du dossier qui pouvaient vous amener, votre tribunal, à vouloir faire une requalification des faits. Et en ce moment-là, le parquet a présenté ses réquisitions. Monsieur le Président, les réquisitions du ministère public sont à la fois, si je puisse me permettre l'expression, Monsieur le Président, prétentieuses. À la rigueur, Monsieur le Président, elles sont fallacieuses, voire même vexatoires, Monsieur le Président. Pourquoi elle est vexatoire? Elle est vexatoire dans le sens que le ministère public lui-même, contre toutes les décisions qui ont été rendues par les juges d'instruction, au premier degré, on parle pour le juge d'instruction, Monsieur le Président, et en appel, le ministère public n'a daigné
exercer aucun recours prévu par la législation en vigueur. Je rappelais tout à l'heure qu'il s'agit de l'indivisibilité du parquet. Nous sommes avec le même parquet. C'est ce que nous considérons, Monsieur le Président. C'est le même parquet qui poursuit notre client. C'est pourquoi nous considérons qu'elle est vexatoire. Parce que cette question, si le parquet voulait effectivement que le client soit jugé sur la base du statut de Rome, eh bien, le parquet allait militer dans le sens du maintien de la qualification de responsabilité de commandement et autres formes de responsabilité prévues par le statut de Rome. Mais, Monsieur le Président, nous estimons, après avoir fait ce bref rappel de la procédure, nous estimons que non seulement les arguments du parquet, les réquisitions du parquet doivent être déclarées par votre juridiction irrecevables, mais aussi vous devez le rejeter subsidiairement si vous considérez que l'argument tendant à l'irrecevabilité des réquisitions du ministère public était par extraordinaire fondé. Et je m'en vais, Monsieur le Président, en développant ces arguments, en se fondant sur les dispositions de l'article préliminaire alinéa 4 du Code de procédure pénale et l'article 2 du même Code. Monsieur le Président, l'article préliminaire alinéa 4 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit. Toute personne, toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits. Le deuxième alinéa, l'article 2 du même code, précise que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi et la chose jugée. Monsieur le Président, notre argument fondamental sur l'irrecevabilité des réquisitions présentées par le ministère public est fondé sur la chose jugée. Monsieur le Président, honorable assesseur, en droit processuel, l'on le sait tous, parce que nous avons tous fréquenté des facultés de droit, que la chose jugée, ou une chose est jugée lorsque le juge statue définitivement sur le fond, lorsqu'il statue sur le fond des contentieux et qu'il tranche le fond des contentieux. Le juge d'instruction, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu ou de renvoi, statue sur de ce qu'il y a ou non de charges suffisantes qui justifient le renvoi d'une personne ou d'un inculpé devant une juridiction criminelle. En le faisant, Monsieur le Président, puisqu'on est au stade des charges, Monsieur le Président, le juge d'instruction vérifie au cas par cas les infractions qui figurent dans le réquisitoire introductif. Vérifier est-ce que pour telle ou telle infraction, les charges sont suffisantes pour que l'intéressé puisse être renvoyé devant la juridiction du jugement. En le faisant, Monsieur le Président, la recherche des éléments constitutifs de l'infraction, la recherche, Monsieur le Président, de la personnalité du client, de l'inculpé qui comparaît devant le juge d'instruction, la recherche, Monsieur le Président, du principe de la légalité des délits et des peines opérée par le juge d'instruction dans son ordonnance de règlement est une question de fond. C'est une question de fond. Donc si le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, de renvoi ou de requalification, le juge d'instruction se prononce sur une question de fond. Ce sont les questions de détention, les questions, Monsieur le Président, de contrôle judiciaire, les questions de sortie du territoire et les questions de saisie. Ça, ce sont des questions de forme, des mesures conservatoires. Mais lorsqu'il s'agit, Monsieur le Président, honorable assesseur, de se prononcer de ce qu'il y a ou pas des charges suffisantes contre une personne, Monsieur le Président, le juge d'instruction, en le faisant, se prononce sur une question de fond. À partir de ce moment, Monsieur le Président, cette décision qui est l'ordonnance de renvoi, qui saisit votre juridiction, Monsieur le Président, a acquis l'autorité de la se juger. Mais Monsieur le Président,
ce n'est pas, si vous regardez clairement dans nos conclusions, ce n'est pas seulement l'autorité de la chose jugée, Monsieur le Président, que nous relevons. Nous relevons le fait qu'il y a force de choses jugées irrévocables. Et c'est important, force de choses jugées irrévocables. Il y a choses jugées lorsqu'il y a une décision sur le fond. Lorsqu'il y a une décision sur le fond. Il y a force de choses jugées irrévocables lorsqu'aucun recours, ni ordinaire, ni extraordinaire, n'est possible contre la décision qui a été rendue par le juge. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, vous remarquerez que cette décision qui a été rendue par le juge d'instruction, il y a eu un recours des parties civiles, mais également d'un accusé. Le ministère public ne l'a pas fait. En appel, la question a été examinée et en fin de compte, la Cour suprême a rendu un arrêt. Cette décision de la Cour suprême de notre pays a acquis force de choses jugées irrévocables. Ce qui signifie qu'il n'est plus possible que l'on revienne sur cette question. Monsieur le Président, la question qui vous est posée est délicate. Et la délicatesse de cette question relève plusieurs choses. Peut-être l'une des choses va être développée par le ministère, par mon confrère tout à l'heure. Monsieur le Président, la question qu'on vous pose est une question de sécurité juridique, est une question d'unité jurisprudentielle. Est-ce que votre juridiction doit permettre à ce qu'on remette en cause une décision qui a déjà été rendue par la Chambre pénale de la Cour suprême? C'est la question qui se pose. Deuxième problématique, Monsieur le Président. Est-ce que votre juridiction doit être une juridiction protectrice de la sécurité juridique et des libertés individuelles ou une juridiction qui fait la promotion de l'arbitraire ou de la valorisation de l'insécurité juridique? Ce sont des questions qu'on pose. Nous ne pensons pas, Monsieur le Président, que votre tribunal criminel qui juge nos clients, Monsieur le Président, et qui, de notre point de vue, est composé d'éminents magistrats, Monsieur le Président, parce que nous savons que le choix porté sur vous trois pour présider cette juridiction, Monsieur le Président, est un choix fort, un choix qui est fondé sur vos connaissances du droit, sur l'expérience que vous avez acquise dans le jugement des affaires correctionnelles et criminelles. C'est pour ça que vous avez été choisi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les débats, vous les menez de manière sereine et responsable. Je ne crois pas, et je refuse, Monsieur le Président, de croire que vous, votre juridiction, fera la promotion de l'insécurité juridique en remettant en cause l'unité jurisprudentielle. Pourquoi? Parce que la Cour suprême de notre pays, Monsieur le Président, est juge de droit. Autrement dit, le droit qui sort de cette juridiction, c'est du droit raffiné, Monsieur le Président. C'est le laboratoire du droit. Ça veut dire qu'elle a déjà donné son interprétation du texte. Et ce qui risque d'arriver, c'est que si vous procédez, Monsieur le Président, à une requalification des faits, c'est que j'ose espérer qu'il ne va jamais arriver, Monsieur le Président, c'est que le contentieux que vous êtes en train de juger ne va pas en rester là. Il va être examiné par la Cour d'appel, il va être examiné par la Cour suprême. C'est évident. Et c'est clair qu'elle va suivre sa ligne jurisprudentielle. Parce que ce dossier, il est important pour le peuple de Guinée. Il est important pour le peuple de Guinée. Et je comprends, Monsieur le Président, la position du parquet d'alors. C'est la question de la souveraineté des poursuites. La question de la souveraineté des poursuites, parce que, Monsieur le Président, honorable assesseur, au moment des faits, le législateur guinéen avait déjà prévu des infractions qui pouvaient être entrées dans le cadre des faits qui se sont déroulés au stade du 28 septembre, Monsieur le Président. Ces événements malheureux. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu que nos tribunaux, bien entendu, jugent ce contentieux-là.
Si on voulait que ces contentieux soient réglés sous la qualification du crime contre l'humanité, on aurait aimé, bien entendu, que nos clients se retrouvent devant la Cour pénale internationale. Mais, Monsieur le Président, nous avons confiance en votre juridiction. L'article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit l'équilibre des droits des parties. Le principe du contradictoire, ce sont les principes universels, Monsieur le Président, qui figurent dans tous les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. Et ça, nous savons, Monsieur le Président, sur cette question-là, compter sur votre sens de responsabilité en jugeant les faits tels qu'ils sont prévus. Monsieur le Président, en se fondant donc sur l'autorité de la chose jugée et une décision qui a acquis la force de chose jugée irrévocable, il n'y a pas un autre argument juridiquement valable que la question d'irrécevabilité tirée de l'autorité de la force de chose jugée irrévocable. Et je ne crois pas que votre juridiction va militer dans le sens de la révocabilité d'une décision qui a acquis force de se juger irrévocable. Je ne crois pas. Monsieur le Président, nous savons que vous allez aller dans ce sens-là, et nous y croyons. Mais dans tous les cas, Monsieur le Président, s'il vous arrive à ne pas suivre cet argumentaire qui nous paraît valable au regard des arguments que nous développons et des principes qui régissent, bien entendu, ce procès et tant d'autres procédures, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir, cette fois-ci, faire application des dispositions de l'article 5 du Code pénal de 2016 qui dispose ce qui suit, Monsieur le Président. Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Monsieur le Président, pourquoi nous relevons cette disposition? Tout à l'heure, la question va se poser. Mais nous voulons simplement rappeler d'abord que votre juridiction fait la preuve de pédagogie. Pédagogie parce que le droit s'apprend aussi devant le prétoire, Monsieur le Président. Nous sommes les plaideurs, nous plaidons. Mais à vous de décider, parce que cette mission de juger des personnes ou de dire le droit est confiée à votre juridiction. Tout à l'heure, nous posons le principe de la légalité des délits et des peines, qui est un principe, Monsieur le Président, à valeur constitutionnelle. Parce que toutes les constitutions que notre pays a connues, ces constitutions prévoyaient ce principe de la légalité des délits et des peines. L'article 12 également de la charte de la transition prévoit ce principe de la légalité des délits et des peines. Pourquoi nous le relevons? Nous le relevons parce que les crimes pour lesquels nos clients sont poursuivis ont été commis en 2009. En 2009, la Guinée avait un code pénal qui réprimait les infractions de meurtre, d'assassinat, d'incendie et toute autre infraction prévue pour lesquelles nos clients sont poursuivis ici. Ces infractions étaient déjà définies. La question qui va se poser, la Guinée était-elle membre de la Cour pénale internationale au moment de la commission des faits? Ça, c'est une réalité, existait. Mais la question qui va se poser, Monsieur le Président, et c'est un véritable problème de droit qui se pose, et sa technicité vous amènera éventuellement à prendre une décision, peut-être la meilleure, qui pourra éventuellement être enseignée dans nos tribunaux. La question de l'applicabilité des conventions internationales ou des traités internationaux directement, sans l'adoption d'une norme interne, ou de manière directe, indirecte. Je veux dire ceci, pour être plus clair, Monsieur le Président. Est-ce qu'une convention internationale ou un traité international adopté auquel notre pays est parti s'applique de manière immédiate ou directe sans l'adoption de textes internes, ou bien l'application de ces conventions est subordonnée d'abord à l'adoption d'un texte interne? C'est le problème de droit qui se pose. Pourquoi? Parce que la Guinée était certes membre de la Cour pénale internationale au moment des faits, mais le code pénal guinéen ne prévoyait aucune des infractions prévues par le statut de Rome.
est-ce qu'en ce moment-là, la Guinée peut juger ces crimes-là sur son territoire alors que ces faits ne sont pas prévus dans son code pénal? C'est le problème de droit. Ou bien, la Guinée va-t-elle effectivement appliquer la convention directement en faisant juger ses citoyens? À titre de comparaison, Monsieur le Président, quand vous prenez par exemple le traité de Luanda, qui a une particularité, Monsieur le Président. Ce traité, il est dit, je crois à l'article 10 du traité, que les actes uniformes de Luanda sont d'application immédiate sur le territoire de l'État parti, sans qu'il y ait besoin que l'État parti adopte des textes internes pour faire application des dispositions de l'acte uniforme. C'est pourquoi même la publication des actes uniformes de Luanda au journal officiel de Luanda, effectivement, suffisent pour que le texte trouve application dans l'État parti. On n'a pas besoin à l'interne d'appliquer des textes. Cette question est réglée, Monsieur le Président, dans les dispositions de l'article 10 de l'acte uniforme relatif au traité de Luanda, Monsieur le Président. L'article 10 du traité de Luanda prévoit déjà l'applicabilité ou l'application directe sans l'adoption de textes internes pour valider l'application de ces textes-là sur le territoire. Cette question est réglée par le traité de Luanda. La question que je pose à votre tribunal et que vous allez examiner, Monsieur le Président, en toute sérénité, dans le secret de votre délibération, est-ce qu'une disposition, et il y a une seule disposition du statut de Rome qui prévoit une telle disposition, qui prévoit l'application immédiate ou directe des textes ou des infractions qui sont effectivement dans le statut de Rome par les juridictions nationales, sans l'adoption d'un texte interne. En tout cas, dans mes richesses, peut-être que je peux me tromper, n'existe pas. Et puisque ça n'existe pas, Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle la Guinée, Monsieur le Président, et c'est le sens même du raisonnement de la Cour suprême, Monsieur le Président. C'est pour dire, en ce moment-là, la Guinée n'avait pas internalisé les infractions de crimes contre l'humanité et autres dans notre arsenal répressif. C'est maintenant qu'on l'adopte en 2016. Mais puisque le texte de 2016 ne peut pas s'appliquer aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, ça c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Les lois qui prévoient, Monsieur le Président, les incriminations sont des lois de fond. Sont des lois de fond. Si les faits avaient été commis à un moment où le crime contre l'humanité avait été internalisé, Monsieur le Président, il est clair qu'en ce moment-là, on pouvait faire application de ce texte-là. Pourquoi je le relève, Monsieur le Président? Et c'est le dernier parti de mes propos, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'est que si vous regardez très bien les réquisitions du ministère public, qui s'est borné simplement à relater les déclarations de nos clients et puis de certaines parties civiles. En réalité, il n'y a pas de démonstration juridique, parce qu'il ne fait même pas 2 pages, sur la question de la demande de réqualification. On a l'impression que le parquet pense que c'est acquis. C'est un débat, parce que nous défendons des gens pour leur liberté. La question, c'est que les textes qui sont visés par le parquet, Monsieur le Président, si vous remarquez très bien, ce sont les dispositions du code pénal actuel qui répriment ces infractions-là. Mais, d'accord, ça veut dire que le parquet veut qu'on applique les dispositions du code pénal de 2016 aux faits qui ont été commis depuis 2009. Je pense que si le tribunal le fait, ça sera un précédent dangereux. Et je ne souhaite pas que vous le fassiez, Monsieur le Président. Sur cette question, je vous remercie et je vous prie de bien vouloir déclarer d'une part irrécevable la réquisition du ministère public et si par extraordinaire, Monsieur le Président, vous